Bienvenue, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Ce soir, nous parlons d'un véritable problème de santé publique, à savoir l'hypertension artérielle, appelée également le silent killer ou le tueur silencieux, et qui touche, tenez-vous bien, plus d'1 milliard d'individus par le monde. En Algérie, on parle à peu près d'un Algérien sur 3, âgé entre 18 et 69 ans, qui souffrirait d'hypertension artérielle. Alors, comment lutter contre les complications de cette maladie? Car mal contrôlée, l'HTA peut entraîner des complications des plus graves, pouvant atteindre les organes nobles. Comment reconnaître l'hypertension artérielle? Peut-on l'éviter? Et à quel moment peut-on dire qu'on est hypertendu? Voilà en gros les questions qu'on posera ce soir à mes invités. Et pour en parler, j'ai l'énorme plaisir de recevoir professeur Benredda Salim. Bonsoir. Bonsoir, merci. Vous êtes cardiologue, vous êtes chef de service au CHU Mustapha Bacha. J'ai également le grand plaisir de recevoir un habitué de l'émission, professeur Nazim Laraba. Bonsoir. Bonsoir Madame Sarri. Vous êtes médecin interniste, vous êtes chef de service à l'hôpital de Bab el-Oued. J'ai également le grand plaisir de recevoir le docteur Moualek Younes. Bonsoir. Merci. Vous êtes interniste libéral, vous êtes également président de l'association des internistes libéraux algériens, l'AILA. Je rappelle également, professeur, j'ai oublié dans la foulée que vous étiez également, de par le passé, président donc, de la Société algérienne de l'hypertension. Bienvenue donc à vous trois et merci d'avoir accepté notre invitation pour sensibiliser autour de cette thématique qui touche beaucoup de monde. Nous sommes clairement devant un problème de santé publique. Première pathologie chronique avec plus d'1 milliard, je le disais à l'instant, d'individus concernés, 10 millions de décès par an, c'est énorme. Comment expliquer ces chiffres, professeur Benredda? Pourquoi a-t-on autant d'hypertendus finalement? Merci. D'abord, merci pour cette invitation. Effectivement, l'hypertension artérielle est considérée comme l'un des facteurs de risque le plus important. Précisons que facteur de risque, qu'est-ce que ça veut dire? Risque de faire quoi? Eh bien, c'est le risque de faire un événement cardiovasculaire. Parce qu'il faut préciser, parce qu'on parle de risque, c'est qu'est-ce qu'un événement? Cela dépend. Ça peut être au niveau du cerveau, c'est l'AVC, dramatique. Ça peut être au niveau des coronaires, du cœur. Et là, c'est la mort subite, l'infarctus, au niveau du rein. Donc, l'hypertension fait partie des facteurs de risque classiques, avec le diabète, comme vous le savez, le tabac, le cholestérol, la sédentarité. Mais heureusement, c'est un facteur de risque dit réversible. Qu'est-ce que ça veut dire réversible? Quand on le traite, on va diminuer ce risque cardiovasculaire, ce risque de faire un AVC, de faire une mort subite, de faire une insuffisance cardiaque. Et c'est à partir de là que l'hypertension artérielle, de par sa fréquence, puisque vous avez cité effectivement, et là je profite pour saluer notre maître, le professeur Merad, qui était président de la SAHA, qui avait conduit cette fameuse étude. C'était la première étude sur la prévalence de l'hypertension, qui a retrouvé 35% des adultes algériens qui avaient une hypertension artérielle. Et le premier facteur de risque, c'est l'âge. À la 5e décennie, la moitié des Algériens sont hypertendus. Si vous prenez les 70 ans, 2 tiers sont hypertendus. Donc, c'est une pathologie grave de par ses complications et fréquente et coûteuse. Parce que le traitement, on va en parler juste après, coûte beaucoup. Oui, mais on n'a pas compris finalement pourquoi on a autant d'hypertendus aujourd'hui, professeur. Est-ce que cela est dû à des facteurs environnementaux, l'alimentation, ou parce qu'on dépiste plus, on trouve plus finalement? Professeur Benredda vous a parlé d'un risque. Ça veut dire que le seuil de définition, les chiffres qui disent ce monsieur est hypertendu, ce monsieur ne l'est pas, sont définis par ce risque-là. Absolument. On sait que ce risque de faire un événement augmente à partir de 11,7. Il devient inacceptable lorsque je prends la pression artérielle au cabinet médical en consultation, quand il atteint le 14,9. Et il nécessite un traitement. Et donc il devient inacceptable. Donc je juge, les médecins de par le monde ont jugé qu'à partir de 14,9, je dois traiter pour réduire ce risque-là. Il devient inacceptable. À ce moment-là, le bénéfice du traitement dépasse les effets secondaires éventuels. Ce risque-là, on a remarqué qu'en termes de prévalence de par le monde, vous dites qu'elle augmente avec le temps. C'est lié probablement au fait que nous avons changé notre mode de vie, que ce soit en Algérie ou dans le monde. C'est la sédentarité
et le fait d'avoir une insulinorésistance, donc une obésité abdominale, qui fait qu'on a de plus en plus de personnes qui font moins d'activités sportives, qui vont manger du sucre rapide plus qu'avant. Et donc on se retrouve avec, comme ça, comme une épidémie d'hypertension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'hypertendus qu'il y a 100 ans. Il y a aussi la sensibilité au sel, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le facteur majeur qui fait que la fréquence ou la proportion d'une population, il y a une augmentation de l'hypertension, sont liées aux habitudes de vie qui ont changé. Il y a un lien direct entre le périmètre abdominal et le chiffre tensionnel. Oui. On parle aussi aujourd'hui d'une forte prévalence dans les pays à faible revenu, l'Afrique notamment. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une composante génétique? On y reviendra de toutes les manières dans les facteurs de risque, mais est-ce qu'on peut d'emblée le dire? Oui, bien sûr qu'il y a une composante génétique. Il y a même des résistances au traitement qui sont reconnues pour les populations de race noire. Nous, au Maghreb, on n'est pas des Caucasiens, on n'est pas des Blancs. On a également une population noire, mais également même chez nous, même si ce n'est pas encore très bien étudié, on sait qu'il y a une sensibilité au sel qui est différente des populations du Nord européen ou même de l'Ouest. Oui. Docteur Mouallek, à l'annonce de la maladie, beaucoup de patients se retrouvent démunis avec un manque d'informations et un traitement souvent dit insuffisant ou mal adapté. C'est le constat fait par de nombreux malades. Quelle est la réalité du terrain aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive finalement à contrôler l'hypertension chez nous? Vous savez, vous le soulignez très bien, ils sont désemparés parce qu'on ne leur donne pas d'informations. À tel point que la Société française d'hypertension artérielle a consacré une séance qu'on appelle une consultation d'annonce. Pour dire à un patient qu'il est hypertendu, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour lui faire prendre conscience à quoi ça correspond dans la réalité et du risque qu'il encourt s'il n'était pas pris en charge correctement. Est-ce que les médicaments sont bien prescrits? Actuellement, logiquement, de par la multiplication des programmes de formation médicale continue, la multiplication des congrès autour de cette thématique, les médecins sont normalement informés des algorithmes selon lesquels ils devraient traiter leurs malades. Les associations de médicaments sont recommandées pour mieux contrôler l'hypertension artérielle. Et ces médicaments, quand ils sont associés, permettent, en prenant un seul comprimé au lieu de deux au lieu de 3, ça permet une meilleure observance du traitement. Donc le médecin doit être investi et sérieusement dans le dépistage déjà, dans un diagnostic précoce et bien entendu pour une prise en charge optimisée du malade, pas seulement pour les médicaments, ça vient d'être dit par mes collègues, le professeur Laraba et le professeur Benkhata. Il n'y a pas seulement les médicaments, il y a aussi les mesures hygiéno-diététiques, les habitudes diététiques, les habitudes de vie, la sédentarité, l'alimentation riche en sel. Tout ça doit faire partie du programme de la prise en charge du malade global pour l'intégrer dans sa globalité et la prise en charge aussi des facteurs de risque associés à cette hypertension artérielle parce qu'il est rare qu'elle soit isolée. Oui. Alors on parle, professeur Benkhata, d'une personne sur 5 qui ne reçoit aucun traitement. Parmi les patients traités, ça c'est des chiffres dans le monde, parmi les patients traités, une personne sur 2 n'a pas normalisé ses chiffres de tension artérielle. 50% des patients arrêtent leur traitement au bout d'une année. Alors, pourquoi ces chiffres? Lourdeur de traitement, mauvaise communication c'est quoi le problème? Vous l'avez dit en introduction, que c'était très pertinent. Vous avez parlé de tueur silencieux. Parce que c'est une maladie qui évolue à bas bruit. Elle est asymptomatique. D'ailleurs, on dit que c'est la maladie du bien portant. L'hypertendu, il est très bien, il mange bien, qui ne demande rien à personne. Et le médecin va le transformer en norme entendue mal portant avec son traitement. Il va commencer à uriner, à avoir mal à la tête. Donc, c'est l'une des causes de l'abandon du traitement. C'est une maladie silencieuse. Il y a toute une phase qui dure plusieurs années, voire 2 décennies presque, de ce qu'on appelle l'athérosclérose infraclinique. Il n'y a aucun signe. Tout se fait en intra, c'est-à-dire vous avez des transformations au niveau des organes nobles, au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau du rein, mais sans symptômes, sans signes.
Et c'est ce qui fait le danger donc, de cette pathologie qui évolue à bas bruit et elle va se manifester un jour si on ne le dépiste pas, comme a dit notre ami Mouelk. C'est pour ça que la prise de la tension artérielle est un geste emblématique de la médecine. Si vous ne prenez pas l'attention à un de vos patients, il n'est pas sérieux. Donc c'est fait pour dépister et aller rechercher cette hypertension qui est asymptomatique parce que, comme on l'a dit en introduction, c'est un facteur de risque réversible. Si on donne un traitement, ce risque dont nous parlons, comme les complications sur les organes nobles, sur le cerveau, sur le cœur, sur le rein, vont diminuer. Absolument. On va de toute façon y revenir avec plus de détails. Je vous invite à regarder un reportage justement qui pose la question, est-ce qu'on arrive aujourd'hui finalement à contrôler cette hypertension artérielle? Un reportage qui revient notamment sur l'étude de Pacte 2 qui indique entre autres que plus de 38% de la population étudiée présente un niveau de risque cardiovasculaire très élevé. Regardez, c'est un compte rendu signé Yanis Belkacem. Regardez. Selon les recommandations. Les résultats de l'étude Pacte 2 menée par le professeur Jamel Dine-Nibouche sur un échantillon de 2000 hypertendus de différents âges et régions du pays attestent que seulement 17,4% des patients atteignent les objectifs tensionnels recommandés. On prend en charge peut-être mieux qu'il y a des... Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits parce que la grande majorité de la population étudiée, 76%, sont inférieurs à 140-90. Donc, c'est pas catastrophique. Donc, on peut mieux faire pour arriver à la cible. Et cette étude témoigne encore qu'il y a eu des efforts importants actuellement en matière de santé publique et en matière d'adhérence thérapeutique et en matière aussi de connaissances scientifiques du médecin qui traite l'hypertension artérielle au vu de ces résultats. Les personnes hypertendues sont plus susceptibles de développer des complications graves et chroniques, notamment des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus et des problèmes rénaux. Elles sont également à risque accru de maladies cardiaques, de troubles rénaux et sont potentiellement sujettes à l'Alzheimer. C'est une maladie qui peut occasionner des dégâts importants au niveau du cerveau, à savoir un accident vasculaire cérébral, qui peut occasionner aussi une démence hypertensive, une accélération de l'Alzheimer et sur le cœur des crises cardiaques, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque surtout, et l'insuffisance rénale pour le rein. Donc, il y a l'artériopathie des membres inférieurs. Donc toutes ces complications sont des complications hautement morbides et qui augmentent la mortalité de cette affection dans le monde. C'est pourquoi la stabilité de la maladie nécessite une mobilisation de tous les acteurs pour limiter ces complications. Il est recommandé de faire son dépistage et l'autodiagnostic à domicile 3 fois par jour. Le dépistage précoce est important. Il faut dépister très tôt, avant les dégâts, avant que l'hypertension ait son traitement convenablement. D'autant plus que quelquefois, il y a des maladies surajoutées à l'hypertension, comme le diabète, comme la dyslipidémie. Et toutes ces maladies vont donner encore plus de médicaments à prendre pour le malade. La monothérapie, on la donne très peu. Un seul médicament, ça ne suffit plus. On donne toujours 2 médicaments, de préférence en un seul comprimé. D'autre part, le professeur a salué l'amélioration de la prise en charge de l'hypertension artérielle et la disponibilité de tout type de médicaments en Algérie. Alors on a vu un sujet justement qui revient un peu sur la prise en charge de l'hypertension artérielle. On salue au passage professeur Nibouche qui devait être avec nous. On lui souhaite prompt rétablissement. Alors peut-être une question pédagogique, professeur Benredda, avant de revenir un peu sur le dépistage et tout le reste. À quel moment dit-on qu'on est hypertendu ? L'hypertension, comme nous l'avons dit, se définit par des chiffres. C'est un peu arbitraire, puisque, comme disait notre ami tout à l'heure, la meilleure définition, ça serait de dire c'est le seuil à partir duquel le traitement a plus de bénéfices que d'inconvénients. Mais les sociétés savantes donnent une définition en général quand la pression artérielle systolique est supérieure ou égale à 140 mm de mercure et où la pression artérielle diastolique, juste pour les gens qui nous regardent. Premier chiffre, donc la systole, c'est quand le ventricule se contracte et donc éjecte du sang. On va prendre, c'est la systolique, la grande kbira, comme disait les chez nous. Il faut simplifier. Parce que tout le monde ne comprend pas ce que c'est que systolique. C'est quand le cœur se relâche, c'est la diastole.
quand le cœur se relâche, on a la diastolique qui est normalement inférieure à 90. Si elle est supérieure ou égale à 90, on parle d'hyper. Mais c'est surtout la systolique qui va augmenter de façon physiologique avec l'âge. Il faut savoir, et ça il faut insister, que le premier facteur de risque, c'est l'âge. Parce qu'il y aura des modifications au niveau des parois des artères, ce qu'on appelle l'artériosclérose, c'est la sclérose des artères, qui vont durcir et qui vont devenir rigides. Donc la systolique va augmenter. On va trouver plus d'hypertension chez les personnes âgées que chez les jeunes. D'accord. Donc on va dire qu'on est hypertendu lorsqu'on a par exemple un 14,9. 140 mm de mercure, 90. Absolument. Alors, c'est une question aussi... oui, professeur Labat ? Il y a un petit souci avec le 14,9 qui est fait en consultation, c'est que vous avez deux populations qui peuvent venir en consultation. La première, c'est la personne qui va venir et qui va être très bien avec son médecin. Ça veut dire qu'à la maison ou en profession, elle n'est pas bien, elle a des chiffres élevés, et quand elle voit son médecin, tatahlo. Et donc cette personne-là va se retrouver avec des chiffres qui sont tout à fait normaux en consultation, mais à la maison et en profession, au travail, ça monte énormément. Et vous avez cette personne-là qui peut poser problème, et le contraire, la personne qui est très bien en dehors du cabinet médical, de la consultation, mais dès qu'elle est en salle d'attente, elle a peur. Peur de ce que va lui dire le médecin. Et donc cet effet-là, on appelle nous l'effet blouse blanche. Absolument, voilà. L'effet blouse blanche. Et donc ces personnes-là, ces deux personnes-là, pour pouvoir avoir un ressenti puis une évaluation qui est bonne, de plus en plus, nous militons, nous médecins, pour externaliser la prise de la pression artérielle. Ça veut dire l'automesure, on demande au patient de le prendre lui-même avec un protocole particulier. C'est pas la courbe où il prend une fois par jour pendant une semaine ou une fois tous les 2 jours. Donc il y a un protocole particulier, c'est sur 3 jours ou 4 jours, le matin et le soir, 3 prises. Ça, les médecins savent expliquer. Et vous avez également un petit appareil qui fait la mesure ambulatoire de la pression artérielle, qui va prendre toutes les demi-heures, 3 quarts d'heure ou 1 heure selon le programme initié. Et puis avec ça, on va avoir une moyenne. Et donc ici, les seuils seront plus bas que le 14,9. Et donc de plus en plus, nous militons pour que même 14,9, d'accord, au-delà de 14,9 constaté en consultation, lorsque j'ai 2 consultations successives, ça définit une hypertension, mais nous militons pour que ça se passe à l'extérieur. Il y a aussi autre chose, il y a aussi les urgences. Un malade qui est vu aux urgences et qui vient et qui a une pression élevée, et il a un 14, 10 ou quoi que ce soit, on ne peut pas dire qu'il est hypertendu. Parce qu'aux urgences, ce n'est pas un bon endroit pour diagnostiquer, sauf complications. S'il a un 18-11, bien sûr qu'on peut dire qu'il est hypertendu, mais lorsque c'est borderline, lorsque c'est limite, nous l'invitons à procéder à l'automesure ou bien à faire une MAPA. Il y a un autre élément aussi qui est très important peut-être dans la prise de l'hypertension, de l'attention d'une manière générale, c'est aussi le fait de prendre du temps. Ça c'est un facteur aussi que beaucoup de médecins ne font pas. Attendre au moins 5 à 10 minutes avant de prendre l'hypertension. Peut-être pas beaucoup de médecins. Voilà, quelques-uns on va dire. Quelques-uns. Si vous permettez. Oui. Moi je voulais justement intervenir sur ce point. L'étape primordiale justement, c'est le diagnostic. Et si on n'a pas de bons appareils de mesure, on n'applique pas une bonne méthode de mesure, on part sur des erreurs de surestimation, de sous-estimation. L'appareil le plus recommandé, c'est l'appareil automatique, et non plus le sphygmomanomètre anéroïde qu'on utilisait avant, sauf dans des situations particulières où le malade a un trouble du rythme. Sinon, l'appareil recommandé par toutes les sociétés savantes actuellement, ce n'est plus les gadgets, ce n'est plus le bracelet, c'est l'appareil automatique avec le brassard. Voilà, au niveau du bras. Parce qu'il y a ceux qu'on met au niveau du poignet, peut-être ceux-là, il faut éviter. Les sociétés savantes recommandent de ne pas utiliser ces petits appareils. Appareil automatique avec le brassard, étalonné, validé. Il y a des sites sur Internet, c'est celui de l'ANSM, contrôle des appareils et des médicaments, où on peut savoir si c'est un appareil de bonne marque qui est validé. Après ça, il faut appliquer une bonne méthode.
Ce n'est pas à la va-vite, le malade couché, et quelquefois on ne fait même pas attention quand vous dites si le malade a fait un effort pour venir jusqu'au cabinet, s'il y a des situations de stress, s'il n'a pas pris un repas juste avant, s'il n'a pas fumé une cigarette juste avant, s'il n'a pas pris un café juste avant, ce qui fausse la réalité des chiffres. Donc si on n'applique pas avec rigueur la méthodologie recommandée par les sociétés savantes par rapport à la prise de tension, si on n'a pas de bons appareils, on part sur de faux diagnostics assez souvent. Oui. Professeur, après un épisode isolé, ça c'est une question posée sur la page de l'émission, suite à un grand stress au travail par exemple, est-ce que un épisode isolé, c'est-à-dire on a mesuré, on a trouvé une tension plus ou moins élevée, est-ce qu'on doit s'inquiéter, même si c'est un seul épisode? Un épisode isolé, comme l'ont dit nos confrères, il faut confirmer la pérennité de l'élévation des chiffres tensionnels. Parce que augmenter sa tension après un stress important, ou un footing, ou un repas copieux, c'est physiologique. Parce que la pression artérielle va augmenter pour assurer des fonctions, la fonction de digestion, la fonction de locomotion. La pression artérielle augmente et c'est physiologique. Après, ça dépend du chiffre, peut-être. Si vous avez un accident de la route, on vous prend votre tension, on va trouver 220, 230. Vous n'êtes pas hypertendu. C'est la chronicité. C'est pour cela, comme disait notre ami, il faut prendre la pression, la tension en dehors du cabinet médical. Pour dire et assurer que cette tension est élevée de façon chronique et pérenne. C'est ça l'hypertension. Ça n'a rien à voir avec le chiffre, même si le chiffre est très important, c'est pas grave. Je vous dis que le chiffre peut être élevé de façon momentanée dans certaines circonstances. C'est pour ça que quand on prend la pression, il faut que ça soit loin d'un repas, loin d'un stress, loin d'un effort. Si on fait un effort, la pression augmente. Si elle augmente là, ça veut dire que votre cœur est malade. La pression va augmenter. Si on fait un footing, on vous prend vos tensions, on va trouver 180, normal. On a compris, voilà. On a très bien compris. Alors, autre question, on le dit depuis tout à l'heure, d'ailleurs c'est le titre un peu de l'émission, l'hypertension c'est une maladie silencieuse, 90% des cas sont silencieux. Est-ce qu'on peut parler quand même de symptômes ou de signes? Il ne faut pas confondre entre HTA essentiel et silencieux. 90 à 80% des hypertensions sont essentielles. Qu'est-ce que ça veut dire essentiel? Ça veut dire qu'il n'y a pas de cause. Et dans 5% des cas, on retrouve une cause curable. Une cause, sténose de l'artère rénale, une tumeur. Mais en général, dans la quasi-majorité des cas, on ne retrouve pas d'étiologie de cause. Donc on appelle ça HTA essentiel. Et comme vous l'avez dit en introduction, et c'est important, on a un facteur génétique. C'est pour ça qu'il y a des familles d'hypertendus. On demande chaque fois, est-ce que votre père a eu une hypertension? Il y a un facteur génétique sur lequel vient se gréver un facteur d'environnement. L'environnement, c'est le mode de vie. C'est l'alimentation en premier, le stress et la sédentarité. Et c'est ces trois éléments. Et il faut préciser une chose très importante, c'est que ces facteurs de risque prennent leurs racines dès l'âge pédiatrique, dès l'enfance. Il ne faut pas attendre 50 ans, 60 ans. C'est dès l'âge pédiatrique. Et on peut parler de l'allaitement, son rôle dans la prévention cardiovasculaire de l'hypertension. On a fait des études algériennes. Dès l'enfance, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je vais vous dire, par exemple, il y a une étude, une thèse qui a été faite, très intéressante, qui a montré que l'allaitement maternel diminuait la fréquence de l'hypertension artérielle. Par rapport à, et on sait malheureusement aujourd'hui, si vous allez en Suède ou au Danemark, l'allaitement, c'est 90%. Chez nous, je ne sais plus, c'est 15 ou 12 ou 13. Oui, mais la moyenne, c'est pour cela. La moyenne de faire des enfants là-bas, elle est beaucoup plus réduite. C'est rare qu'elles font des enfants, les Danoises et les Suédoises, professeur. Non, on ouvre un autre débat. Moi, je voulais insister sur le fait que ces facteurs de risque, que ce soit le diabète, le cholestérol, l'obésité, prennent leur naissance dès l'âge pédiatrique. Et il faut protéger le jeune consommateur. Alors, l'allaitement... Il faut qu'on en parle après. Oui, mais l'allaitement, on a compris les bienfaits de l'allaitement maternel. Par exemple, c'est pour citer. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut faire, par exemple, dès l'enfance? Un grand monsieur de l'hypertension disait, il vaut mieux construire un stade qu'une polyclinique si on veut lutter contre l'hypertension. Si j'ai un budget, je le donnerai qu'est-ce qu'il a dit, au ministère de l'Éducation
et pas à la santé. C'est un problème d'éducation, parce que le traitement, c'est à la fin. On a commencé par le traitement. Mais le traitement médical, ce n'est pas le plus important. Il y a trois... On va y revenir. Professeur, je vous ai posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Les symptômes. Les symptômes, vous avez dit que c'était silencieux, que c'était asymptomatique dans la plupart des cas. Mais lorsque j'ai une hypertension qui est récente, je peux avoir des symptômes que je peux négliger parce qu'ils sont très peu spécifiques. Par exemple, le fait d'avoir des maux de tête à l'arrière de la tête, en occipital, le fait d'avoir des bourdonnements d'oreilles, le fait d'avoir un petit flou visuel, le fait de se sentir un peu fatigué. Donc tout ça sont des symptômes reconnus comme liés à l'élévation tensionnelle. Mais vous avez raison de dire que le plus souvent, c'est asymptomatique. Le plus souvent, c'est pas avec le temps. Il y a le corps qui s'adapte et fait que pour des chiffres que nous considérons comme élevés, la personne ne va rien sentir. Ça, on va le voir très souvent aussi chez les personnes âgées, peut-être, professeur. Exactement. Donc, plus la personne est âgée, moins elle le ressent, l'élévation tensionnelle. C'est pour ça que je parlais de récente. Mais en termes de symptômes, on ne peut pas dire à toute personne, si elle n'a pas de céphalée, si elle n'a pas mal à la tête, elle ne peut pas être hypertendue. Par contre, si j'ai une personne qui se plaint de céphalée, de douleur au niveau des maux de tête, il faut absolument prendre la pression artérielle. Si on a dans nos consultations des personnes qui parlent de bourdonnement, bien sûr qu'il s'agit de dépister l'hypertension artérielle. Et même si elle est normale au cabinet, je l'inviterai à faire de l'automesure ou bien de la MAPA. Oui. À partir de quel âge doit-on se faire dépister, docteur Mouallek ? Tout âge, à tout âge. La médecine scolaire peut contribuer au dépistage d'hypertension artérielle chez l'enfant. Elle est très rare, mais n'est pas exceptionnelle. Sinon, toute occasion est bonne pour se dépister, pour rechercher une hypertension chez tout individu, même chez l'enfant, comme je viens de le dire. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas de tensiomètre avec de petits brassards, n'est-ce pas ? Okay. Pour revenir un petit peu, je ne sais pas si on va en parler après, les trois volets que vous vouliez peut-être soulever, Selim Benkhemta, que sont la prévention, le dépistage précoce et une bonne prise en charge. Ce sont les recommandations de l'OMS. On est en train de développer justement par du dépistage d'ailleurs. Et on va revenir bien entendu sur la prévention mais aussi sur les traitements. Alors est-ce qu'il y a un âge finalement pour se faire dépister ou pas ? Moi, je pensais que c'était 18 ans, c'est-à-dire à partir de l'âge adulte. Non, on peut le faire avant. Maintenant, parce que quand même, c'est une maladie, on nous dit depuis tout à l'heure, si vous permettez, professeur, c'est une maladie liée à l'âge. C'est pour ça que je vous pose cette question. C'est vrai que la prévalence de l'hypertension chez l'enfant n'est pas aussi importante que celle de l'adulte. Mais, je vous dis, malheureusement aujourd'hui, avec le changement de mode de vie, on retrouve de plus en plus de diabétiques enfants, d'hypertendus essentiels. À notre époque, il y a 30 ans, quand on avait un hypertendu enfant, c'était d'origine secondaire, dans la plupart des cas. Soit une coarctation de l'aorte. Maintenant, non, on a beaucoup d'HTA essentiels chez les enfants. C'est-à-dire au même titre que le diabète qui se rajeunit aujourd'hui. Par exemple, on le voit, c'est les sujets jeunes. Voit de plus en plus. Ça, c'est un changement un petit peu, le mode de vie, l'occidentalisation du mode de vie, la sédentarité, le fast-food, etc. Ça, on peut en parler. Mais il faut insister sur le fait que le temps d'incubation d'une maladie, c'est quoi ? C'est la période du contact avec l'agent causal jusqu'à l'apparition des symptômes. Elle est très longue. C'est pour ça que c'est une maladie silencieuse. 20 ans, c'est pas la tension qui monte le matin et vous avez l'après-midi l'AVC. Non, c'est des années d'évolution, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'athérosclérose. Parce qu'il faut parler de l'athérosclérose que dans l'hypertension. Elle va donner un remaniement des parois artérielles avec des plaques qu'on appelle l'athérosclérose. Et l'athérosclérose touche l'ensemble de l'arbre artériel. Elle va toucher le cerveau, elle va toucher les coronaires. Et c'est pour ça qu'il faut dépister avant l'apparition des symptômes et des complications. Vous parlez justement d'hygiène de vie, professeur, puisque vous parlez des enfants, absolument, vous parlez d'enfants particulièrement. Le surpoids est un facteur de risque dans l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, la population, malheureusement, on parle de la moitié de la population qui est en surpoids. On parle de quelque chose comme 10 millions qui seraient obèses. C'est un facteur prédisposant.
Pas obèse, en surpoids. Oui. En surpoids, c'est En 10 surpoids, millions. c'est la moitié. On dit une personne sur deux. Hein. Obésité, c'est 4 millions d'Algériens qui sont reconnus selon une dernière étude de la Société algérienne d'obésité et de maladies métaboliques. Donc il y a 4 millions d'obèses en Algérie, ce qui est énorme. Et c'est vrai que, comme le soulignait M. Benreda, l'obésité se rajeunit, l'hypertension se rajeunit, le diabète se rajeunit. Vous parliez de dépistage tout à l'heure, est-ce qu'il y a un âge de dépistage? C'est pas le cancer de la prostate, où on dit l'homme de 50 ans, il faut qu'il se fasse dépister. Oui. La femme de 40 Oui, ans, mais je veux dire cancer qu'il y a du un sein. âge peut-être à partir duquel où il faut être Ici, vigilant. non. Ici, c'est un dépistage de circonstances. À chaque contact médical, il y a une prise de tension qui est faite. Médecine scolaire, de rhinopharyngite. Oui, mais on parlait, si vous permettez, professeur, on parlait par exemple de l'automesure comme un outil de dépistage également. On pense très rarement à prendre la tension d'un enfant. Mais disons qu'en termes de dépistage, le bénéfice d'un dépistage qui est systématique pour la population, Absolument. il est vu différemment lorsqu'on voit une personne de 60 ans et une personne de 14 ans. Vous avez dit en introduction qu'il y avait un tiers des Algériens de plus de 18 ans qui étaient hypertendus. C'est ça. Et que, en fait, si je c'est pour ça prends que je la parlais de tranche 18 ans, entre 20 et 30 ans, Oui. c'est pas un tiers, c'est même pas un quart. Mais ça monte progressivement avec l'âge. Au-delà de 60 ans, 50 ans dans l'étude Saha, c'est un Algérien sur deux. 2 tiers sont hypertendus à partir de 70 ans. Donc, bien sûr qu'à 60 ans, je serai très vigilant. Bien sûr qu'à 50 ans, je serai très vigilant. Beaucoup moins sans À symptômes. 50 ans, on parle d'une personne sur deux qui Beaucoup serait moins sans symptômes à hypertendue, 14 ans. n'est-ce pas? C'est-à-dire que sans symptômes à 14 ans, je ne vais pas dépister en scolaire. C'est quoi les valeurs pour un enfant? Alors pour les adultes, on a parlé du 14-9, pour les enfants? Pour les enfants, il y a un ABAC. Il y a un ABAC qu'il faut suivre. C'est comme, Jusqu'à l'âge de... c'est comme pour la courbe de C'est une croissance. courbe, Voilà. d'accord. C'est une Jusqu'à courbe l'âge qui est liée à de 12 l'âge. ans. D'accord. À 12 ans, 14 ans, il rejoint l'adulte. Ok. Mais avant, les bébés, même chez les bébés, il y a des petits appareils qui prennent... on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des facteurs Non, de mais on est risque. en train de parler d'une chose que beaucoup de gens ignorent. Pour ça, c'est très important. Parce Par que exemple, les gens ont tendance, si vous permettez, les gens ont tendance à croire que le dépistage de l'hypertension artérielle se fait à l'âge, j'ai envie de dire, chez les personnes d'âge moyen. Parce que, Surtout les visites d'embauche, le service national, la scolarité, tout ça, c'est des ça occasions. l'idée générale. Et que disent les sociétés savantes? Si vous retrouvez moins de 120, 70 chez quelqu'un, il ne faut plus lui casser les pieds pendant 5 ans. C'est ce qui est, si c'est un peu plus haut, il faut aller tous les 3 ans. Si c'est limite, il faut le surveiller de près, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des recommandations pour la mesure et le dépistage. Les sociétés savantes donnent des recommandations précises. Quand est-ce qu'il faut aller tous les mois, tous les années, etc. etc. Voilà. C'est-à-dire qu'à 11,7, on ne craint pas, on ne va pas faire une automesure. Par contre, à 13,5, 8,5, ça se rapproche du 14,9. On indiquera peut-être une automesure, même d'un complément. Ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'a dit le docteur Malek. Ça veut dire qu'il faut que l'appareil soit adapté à la corpulence. En pédiatrie, c'est des petits manchons. Mais si c'est un petit qui est obèse, il aura la taille adulte. Et chez l'obèse, avec un périmètre brachial très important, il faut qu'il y ait un tiers. Le manchon gonflable. Le manchon, il faut qu'il fasse un tour et demi. Un tiers de la circonférence du bras. Oui. C'est rare qu'on parle, qu'on trouve une hypertension isolée, j'ai envie de dire, je pense que c'est vous qui en avez parlé tout à l'heure. Souvent, plutôt vous, souvent on parle de comorbidité. On va chercher des comorbidités à côté de l'hypertension artérielle. Bien sûr, madame. Vous savez, la prise en charge de l'hypertension artérielle passe par le dépistage des facteurs de risque associés et de scorer le malade, de le situer dans son niveau de risque cardiovasculaire. À combien il est de risque de faire un événement à 5 ans, à 10 ans. Donc la prise en compte des facteurs de risque associés, c'est d'abord de les rechercher. L'hypertension artérielle est intimement liée au diabète, on l'a dit là-bas, parce qu'ils ont un soubassement physiopathologique. C'est des personnes qu'il faut dépister régulièrement, n'est-ce pas? Ils ont un soubassement éthiopathogénique commun, qui est l'insulinorésistance, qui est induite par l'obésité la plupart du temps. Donc,
il n'est pas logique que chez un hypertendu, on ne recherche pas le diabète. Il n'est pas logique qu'on ne demande pas aux patients s'il est fumeur ou pas fumeur. Et d'autres facteurs de risque encore, la prise de toxiques, c'est très important, qu'il faut prendre en compte et contre lesquels il faut lutter également. Donc les comorbidités constituent un problème fondamental dans la prise en charge de l'hypertendu. Ceci implique une collaboration interdisciplinaire. Il faut que les médecins entre eux prennent l'habitude de collaborer et de s'informer les uns les autres. Il y a des malades qui vont chez le médecin, qui va trouver une hypertension artérielle, qui va se précipiter pour prescrire des médicaments sans même poser la question à ce malade s'il est diabétique ou s'il a une autre pathologie associée. Ça, il faut conscientiser les médecins par rapport à cette démarche. Oui, professeur Larban. C'est-à-dire qu'au moment du diagnostic, il y a un état des lieux qui est fait. On voit, parce que c'est un risque que nous traitons. En traitant les chiffres élevés, c'est un risque. Ce risque-là peut être majoré s'il y a un diabète associé, s'il y a un taux de cholestérol qui est associé. Il peut être aussi, on peut être beaucoup plus agressif en termes de traitement si on estime qu'il y a déjà des dommages conséquents à l'hypertension. Donc il y a une atteinte des organes cibles qu'on sait qui sont ciblés par l'élévation tensionnelle qu'on va essayer de rechercher. M. Benkhedda a parlé du rein, on va essayer de voir est-ce qu'il y a déjà une petite insuffisance rénale qui s'est installée. S'il y a au niveau carotidien des plaques déjà d'athérosclérose qui sont là, il faut qu'on soit beaucoup plus agressif. On ne traite pas l'hypertendu comme automatiquement, c'est-à-dire que positif il est hypertendu, voilà le traitement. L'ordonnance est adapté au profil de patient. Ce profil-là est défini par un risque. Le risque d'avoir un événement cardiovasculaire est défini aussi par des dommages qui sont déjà là, au moment du diagnostic. C'est-à-dire que le moment du diagnostic n'est pas égal à l'âge zéro de l'hypertension. Peut-être qu'il est hypertendu depuis 10 ans et qu'il y a déjà des dommages qui sont importants, je serais beaucoup plus agressif avec ce malade-là plutôt qu'avec celui. C'est-à-dire le fait de normaliser ou de faire baisser son hypertension est une urgence. Maintenant, en termes de contrôle d'hypertension, vous avez dit que le contrôle il est très faible. Oui. Pacte 2, on a d'autres chiffres, et c'est vrai que même dans le monde entier, il n'y a pas de contrôle à 100%. Absolument. Le contrôle 100% n'existe pas. Je ne peux pas contrôler 100% des malades hypertendus. Non, mais on est très loin des 100%. Non, on est très loin. Mais je vous dis, n'attendez pas à avoir 80%, voilà. N'attendez pas à avoir 70%. Malgré quand on parle même des systèmes de santé qui finit par abandonner son traitement, quand même, on est très loin. Non, mais bien sûr qu'il ne peut pas y avoir de contrôle sans traitement. Mais même sous traitement, il y a un bénéfice à traiter, même si le malade n'est pas contrôlé. Absolument. Le traitement, optimalement parlant, il faut qu'il réduise les chiffres. Mais même au-delà de la réduction, s'il ne réduit pas, il protège quand même le risque. Il atténue le risque. Réduit. C'est-à-dire qu'un malade, peut-être, il peut se dire je prends le traitement ou pas, mes chiffres, je ne suis toujours pas équilibré. Je lui expliquerai qu'au-delà de l'équilibre, il y a un bénéfice à prendre ce traitement-là. Oui. À ce propos. Alors on est passé très rapidement parce qu'il y a une question importante que je voulais vous poser juste avant de passer justement au traitement. Alors l'alimentation, ça c'est aussi un facteur de risque, vous en avez touché un mot. On parle aussi justement des premières années de vie, par exemple un enfant qui prend beaucoup de sel, c'est ça. C'est un enfant qui peut développer aussi une hypertension artérielle à l'âge adulte. Oui, bien sûr. Comme on l'a dit. Il y a d'autres aliments, on parle beaucoup du sel, est-ce qu'il y a d'autres aliments? Oui, nous avons dit tout à l'heure qu'il y a un facteur génétique important. Oui. Vous pouvez manger 10 kilos de sel et vous aurez une tension basse. Par contre, d'autres personnes, le fait qu'ils mangent un petit peu de sel... La tolérance n'est pas la même. Voilà, ça c'est génétique. Et il y a la génétique, l'épigénétique. Bon, c'est compliqué. De même que vous avez dit l'alimentation générale, bien sûr. Et ça rejoint un petit peu ce que disent les collègues. C'est qu'à côté du facteur de risque diabète, il y a d'autres facteurs de risque associés. Et plus le risque est élevé, pourquoi c'est important? Plus le bénéfice du traitement est important. Plus vous avez un malade à haut risque, plus le bénéfice du traitement est grand. C'est pour ça, parce qu'on nous pose la question, ma mère elle a 15, 8, est-ce que je lui donne un traitement? Non, on ne traite pas des chiffres. On traite un risque cardiovasculaire. Et comment on évalue ce risque? Le niveau des chiffres, plus le chiffre est élevé, plus le risque est... Quelqu'un qui a 18, c'est plus grave que quelqu'un qui a 12.
il y a l'atteinte des organes cibles, ce qu'on disait aussi. C'est pour ça que le médecin recherche. Il va vous donner un ECG à faire, la chimie des urines, etc. Il va pour voir s'il y a l'atteinte d'un organe cible. Si vous avez l'atteinte d'un organe cible, vous êtes à haut risque. Donc c'est important de dire ce message. On ne traite pas des chiffres tensionnels, on prend en charge un risque cardiovasculaire. C'est important. Il y a aussi un point très important également, on est passé rapidement dessus, le stress. Le stress et l'alimentation, parce que... Vous voulez réagir sur l'alimentation? Oui, pour l'alimentation, il y a une sensibilité au sel qui est définie génétiquement et on ne peut pas se prononcer parce qu'il n'y a pas d'études génétiques en Algérie et sur lesquelles on peut s'appuyer pour définir quelle est la sensibilité de notre population. Et il y a un phénomène par contre qui est reconnu mondialement et même en Algérie, c'est que tous les produits qui sont transformés, qui sont vendus en supérette, qui sont vendus en alimentation générale, il y a une teneur en sel qui ne cesse de grandir. Il y a une teneur en sucre qui ne cesse d'augmenter et qui explique le morphotype qui change, l'obésité, la surcharge et l'augmentation de l'hypertension. Et je tiens ici à faire un appel solennel aux autorités pour réduire et pour donner des normes au sucre et au sel. Vous savez, quand vous prenez un yaourt d'une marque donnée qui existe ailleurs, le taux de sucre est supérieur en Algérie. Pour le sucre, il y a eu un arrêté ministériel, mais qui n'est toujours pas appliqué, malheureusement. Sans application, il sert à rien. Il y a eu une loi, absolument. Donc ici, nous militons pour que, au jeune âge, on éduque nos enfants pour qu'ils mangent bien, et puis même qu'ils ne soient pas accessibles à eux des choses qui sont néfastes pour leur santé. Le sucre et le sel sont des exhausteurs de goût. Les producteurs utilisent ça on met ça partout maintenant. Pour attirer. Et donc nous militons pour qu'il y ait des normes. Oui. Professeur Mirdad, vous voulez réagir? Oui, parce que là, on passe de l'approche individuelle sur le facteur de risque, c'est-à-dire un malade, on évalue sans risque, à l'approche populationnelle, qui est beaucoup plus importante pour les facteurs de risque, comme l'HTA, le diabète, le cholestérol. Qu'est-ce que c'est l'approche populationnelle? C'est de diminuer la pression artérielle au niveau de toute la population. Diminuer le sucre au niveau de toute la population. Ça, c'est des mesures de santé publique, politique, j'allais dire, pour diminuer et d'améliorer. Je vous donne un exemple. En Europe, en France pour ne pas citer, on s'est rendu compte que la principale source de sodium, c'était le pain. Le sel. La principale source de sel, c'était le pain, ou le sodium. Eh bien, il y avait, je crois, 12 grammes. Il y a eu des lois, des recommandations pour mettre, où ont adhéré les boulangers, pour mettre 6 grammes de sel par kilo de farine. Absolument. Donc, c'est des mesures de santé publique. C'est clair. C'est l'approche populationnelle, parce que traiter des millions d'individus et compter sur le traitement médical, c'est une bataille qui sera perdue. Ça, c'est un point très important, parce qu'il faut dire aussi pour les malades, parce qu'il y a aussi peut-être l'éducation thérapeutique qui est très importante dans cette maladie, comme toute pathologie chronique. Si un malade il a un traitement, cela ne suffit pas. Justement, s'il continue à manger n'importe quoi, n'est-ce pas, professeur? Oui. Ça aussi, c'est un point là, très c'est important aussi l'approche individuelle, bien sûr qu'il faut, mais ça ne suffit pas. Même dire aux malades, il faut, c'est comme le tabac, comme le diabète. C'est à l'âge pédiatrique, comme je l'ai souligné. D'ailleurs, par exemple, vous allez dans certains pays, dans les écoles, c'est interdit de mettre les distributeurs de cochonneries, chocolat, la limonade, etc. C'est interdit. Donc, c'est des mesures générales de santé publique. Ce n'est plus des recommandations individuelles. C'est une politique de prévention. Voilà. On ne pourra pas lutter contre des facteurs de risque aussi importants, aussi prévalents, avec l'attitude, ça aide bien les labos pour vendre les médicaments. C'est bien, mais on ne pourra jamais régler le problème. On a compris que c'est une politique qui doit être décidée au plus haut niveau de l'État. C'est simple, avec l'implication justement de tout un chacun. Il a parlé du sport scolaire. Absolument. C'est très important. Oui. Docteur Moualek, alors un autre point aussi qui est important, l'hypertension chez la femme enceinte aussi. Ça risque, c'est quelque chose à contrôler également. Bien entendu, la femme enceinte doit faire l'objet d'un dépistage de l'hypertension artérielle.
Mais le fait est que les normes diffèrent par rapport à une personne qui n'est pas dans cette situation physiologique. Il faut dire aux médecins que les chiffres tensionnels auxquels il faut une intervention médicamenteuse ne sont pas les mêmes que chez un adulte normal. Et il ne faut pas se précipiter à prescrire. Les chiffres tensionnels au-delà desquels il faut donner un médicament, c'est 100 mm de mercure. Et non pas, comme on l'a dit, 140-90. Et par ailleurs, une hypertension artérielle non contrôlée chez la femme enceinte l'expose à des complications. La prééclampsie, le HELP syndrome, l'éclampsie, la mort in utero et quelquefois même des accidents maternels, donc des complications maternelles liées à cette hypertension artérielle. Je pense que dans ce domaine, il faut une collaboration très étroite entre le gynécologue et le médecin qui s'occupe d'hypertension artérielle. Ça peut être un généraliste, ça peut être un interniste, ça peut être un cardiologue, pour que justement il y ait une prise en charge coordonnée. Et puis une chose importante, une femme qui fait de l'hypertension artérielle gravidique ou qui fait un événement lié à cette hypertension à la première grossesse, il faut être très vigilant pour les grossesses qui vont suivre et instaurer un traitement préventif. Les gynécologues et les autres médecins connaissent en principe le protocole. Oui. Professeur Larba, vous voulez réagir? Pour l'hypertension gravidique, le défi, c'est de dire est-ce que l'hypertension précède la grossesse? Est-ce que c'est une malade hypertendue qui est enceinte? Ou est-ce que c'est la grossesse qui a provoqué... Non, on parle d'hypertension gestationnelle. Non, justement. Et donc, quand on reçoit les patientes et qui ont une hypertension au moment de la grossesse, il faut les traiter comme étant ce qu'on appelle des GHR, des grossesses à haut risque, parce qu'il y a le risque d'éclampsie, comme parlait le docteur Moalek. Le risque d'éclampsie, c'est le fait de faire une convulsion généralisée. Et ici, la pression artérielle élevée est une adaptation du corps de la parturiente pour une insuffisance placentaire. Ça veut dire que vous avez un fœtus qui est mal perfusé, elle va élever sa pression artérielle pour essayer d'améliorer la perfusion. Et donc ici, les chiffres, on va essayer d'un peu de les respecter pour permettre une perfusion de l'embryon et du fœtus. C'est pour ça que les seuils sont un peu différents. Mais ici, le risque est fœto-maternel. Il n'est pas que lié à la maman. On ne traite pas ici un risque d'accident vasculaire cérébral. Absolument. Ici, on traite le risque de perdre l'enfant. Oui. Professeur Benrada, on arrive un peu au traitement. On le dit depuis tout à l'heure que le plus gros problème justement dans l'hypertension artérielle, c'est la non-observance. Comment faire adhérer aujourd'hui un malade à son traitement, lui expliquer justement tous ces risques desquels on parle depuis tout à l'heure? Effectivement, comme nous l'avons dit, en général, l'hypertendu ne demande rien du tout. Il est asymptomatique et on trouve des chiffres, il faut le convaincre. Et là, c'est la relation, la fameuse relation médecin-malade. Il faut revenir, c'est là où le médecin généraliste et le médecin de famille va jouer un rôle important. Ce n'est pas dans les grands centres universitaires, les spécialistes, non. Nous l'avons toujours dit, l'hypertension est du ressort, tout d'abord, du médecin généraliste, qui est aux premières lignes du front. C'est lui qui va faire face. Il faut, malheureusement, le médecin de famille n'existe plus, mais c'est dommage. Mais parce que la relation médecin-malade est très importante pour que le malade, parce que il va abandonner. Toutes les maladies chroniques. Il y a des effets secondaires des qui va un petit. Il ne ressent pas tout de suite le bénéfice. Vous lui donnez un tas de médicaments et il ne ressent pas tout de suite le bénéfice. Il y a aussi ce qui va faire adhérer, c'est le fait de lui prescrire des mesures non médicamenteuses. Et là, j'insiste sur l'activité physique. Il faut qu'on insiste sur l'activité physique, qui est très importante. Sport et hypertension, on peut en parler pendant Absolument. 2 à 3 heures, qui est très importante. Peut-être sur le rôle justement du médecin et la communication avec le malade et cette relation justement de confiance. Rappelez qu'aujourd'hui, certains médecins tombent malheureusement dans la ritualisation des prescriptions aussi. Professeur, disons-le, c'est vrai. Souvent, les malades, quand ils vont, ils ont une ordonnance qui est renouvelée à chaque fois, alors qu'il n'y a même pas de communication. Oui, mais vous savez qu'en termes d'hypertension artérielle, il est recommandé de faire un bilan
par an. Le fait de voir le malade tous les 3 mois, parce qu'on est obligé, vu qu'on ne peut pas faire des prescriptions Alors, de 6 mois, comme ça se fait. Si vous permettez juste, il faut combien de temps pour stabiliser une hypertension déjà? On ne l'a pas dit. Il n'y a pas de temps. On sait que nous jugeons une prescription que 6 à 8 semaines après cette prescription. D'accord. C'est-à-dire que je donne un traitement aujourd'hui, je ne peux pas dire au bout d'une semaine est-ce qu'il a marché ou Au bout pas. de 3-4 mois, c'est ça? 6 semaines à 8 semaines. C'est 1 mois et demi à 2 mois, c'est à partir de ce délai-là que je peux dire mon traitement est suffisant ou pas, ou je dois rajouter ou pas. Mais il faut dire aussi qu'en termes de prescription, prescrire tous les 3 mois pour un hypertendu qui est dit stable, le fait de le voir tous les 3 mois n'est pas bon. Non, mais on parle peut-être dans d'autres pays, les Laraba. consultations d'hypertension, c'est 6 mois. Ça veut dire que c'est 6 mois. Nous, ici, là, c'est le remboursement qui se fait tous les 3 mois. On ne peut pas aller au-delà de 3 mois. On ne fait pas assez confiance aux médecins pour dire cette personne-là, je ne suis pas obligé de la voir tous les 3 mois, je peux aller tous les 6 mois. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a une automatisation des prescriptions. Oui. Si c'est ça ce dont vous parlez. C'est de cela que je parle, effectivement. Du fait que si je le vois tous les 3 mois, parce que je suis obligé de lui donner l'ordonnance, et que cliniquement il est stable et qu'il est équilibré ou pas. Donc il n'y a pas que ça, professeur Laraba. Au tout début déjà, quand on parle de... professeur Benreda parlait tout à l'heure justement de l'annonce. Alors est-ce qu'on prend déjà le temps dans une consultation d'annonce, expliquer les effets secondaires? Parce que souvent les médicaments sont abandonnés parce qu'il y a des effets secondaires. On n'est pas formé pour annoncer ce type de diagnostic. On ne nous l'a pas appris. On comprend que l'annonce, après coup, après des années d'expérience, on comprend que quand on met sur une personne étiquette d'hypertendu, c'est pour la vie. Et que des fois, l'annonce du diagnostic, c'est pas comme le cancer. On a plus affaire à des personnes qui parce qu'ils ne voient rien. Parce qu'ils se voient comme des Don Quichotte. Ils se voient comme des gens, et pour eux, c'est eux qui prennent le traitement, ils se battent contre des moulins à vent, un risque qui n'existe pas pour eux, c'est pas concret. Qui est pas visible. Et donc, de la pédagogie, de la bonne, relation médecin-malade, la confiance, oui, ça peut jouer. Mais malheureusement, dans les livres de médecine, ça n'existe pas. On ne peut pas transmettre ça. On reste sur les effets secondaires, justement. Souvent, on a dit que le traitement de l'hypertension artérielle est abandonné par les malades parce qu'il y a des effets secondaires, comme les bêta-bloquants, par exemple les problèmes d'érection chez les hommes. Et il y a aussi les problèmes d'allergie également dans les traitements de l'hypertension. Est-ce qu'aujourd'hui, les traitements qui sont disponibles sont plus tolérés ou mieux tolérés? Absolument. La démarche, les recommandations des grandes sociétés savantes, justement, visent à minimiser ces effets secondaires. Les nouvelles molécules sont celles qui donnent le moins d'effets secondaires. Je pense particulièrement aux bloqueurs du système rénine-angiotensine, les inhibiteurs d'enzymes de conversion et les bloqueurs des récepteurs d'angiotensine 2, quoique dans de rares, d'exceptionnels cas, il y a des réactions extrêmement dangereuses qu'on appelle l'angio-œdème. Donc il faut connaître, ça s'adresse aux médecins. Donc les effets secondaires, effectivement, c'est le facteur qui décourage le plus l'observance du traitement. Vous avez parlé des bêta-bloquants, ils sont de moins en moins, sont moins utilisés que par le passé, même si dernièrement les recommandations de la Société européenne d'hypertension artérielle et de la Société européenne de cardiologie les ont réhabilités parce qu'ils ont leur niche de prescription. Les diurétiques également sont à l'origine d'effets secondaires, mais on peut pas s'en passer le plus souvent parce que les associations fixes comprennent en leur sein ces diurétiques. Il y a de nouvelles molécules qui sont moins problématiques comme les thiazides-like, dont les effets secondaires sont moindres par rapport aux thiazidiques. Les inhibiteurs calciques ont des effets secondaires par rapport à cette vasodilatation périphérique. Ça donne des flèches au niveau du visage, des céphalées, des œdèmes des membres inférieurs qui sont en fait des signes d'efficacité du traitement. Comment faire pour faire adhérer un patient, pour faire accepter par un patient ces effets secondaires? C'est un défi effectivement. On peut le plus souvent possible donner les médicaments qui n'occasionnent pas ces effets secondaires. Je viens de citer 2 classes, les inhibiteurs d'enzymes de conversion et les ARA2. Sinon, il faut leur expliquer ce sont des effets secondaires le plus souvent passagers et que c'est-à-dire qu'ils vont s'estomper avec le temps. S'estomper avec le temps et c'est
que c'est au prix de ces effets secondaires qui sont protégés contre les complications Absolument. de cette hypertension artérielle. On est arrivé pratiquement à la fin de cette émission. Professeur Benrada, un mot, c'est un traitement à vie qu'il ne faut pas arrêter, c'est ça? En général, oui. En général, dans certaines situations, on peut arrêter. Et c'est là, je rebondis encore une fois sur les mesures non médicamenteuses qui peuvent à elles seules diminuer les hypertensions modérées, comme on a parlé de la nourriture tout à l'heure, de l'alimentation, là le régime DASH, le régime méditerranéen, qui est très intéressant dans la diminution de l'hypertension. Il y a certaines plantes qui diminuent la tension. On peut en discuter aussi de la phytothérapie, qui a une petite place. On n'a plus le temps, professeur Benrada. Il faut une autre émission. On termine sur ça. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission, d'avoir éclairé nos téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir prêté attention. J'espère qu'on a pu répondre, ne serait-ce qu'à une partie infime des questions que vous vous posez sur ce sujet. Cette émission est arrivée à présent à son terme. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et on parlera de grippe saisonnière. Au revoir.